Alors maintenant qu'on a vu les risques liés à une éducation sexuelle inappropriée, peut-être on va être en duplex si ça fonctionne avec Olivia Sarton. Olivia, qui est juriste au sein de l'association Juristes pour l'enfance, co-organisateur de ce colloque. Ça fonctionne. Alors, avant de vous laisser la parole, Olivia, laissez-moi juste le temps de redire à la salle qu'il est possible de poser des questions. Pour cela, vous écrivez sur un papier votre question, à qui vous voulez la poser aussi, parce qu'il y a plein d'intervenants ce matin, et vous levez la main et Catherine viendra les récupérer. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à lever la main pour qu'on vienne les prendre. Alors, Olivia Sarton, je ne sais pas si vous nous entendez, bonjour. Bonjour, je vous entends très bien. Mais c'est merveilleux les modalités techniques. Eh bien, vous avez à peu près jusqu'à 11 heures et je me chargerai. En plus, comme vous êtes en ordinateur, en bas à droite de votre écran, il y a une horloge. Donc c'est 11h02 précisément. La parole est à vous, Olivia. Très bien, merci. Alors après tous ces exemples qui vous ont été donnés, je vais vous présenter ce que dit le droit sur cette éducation à la sexualité. Je vais articuler mon propos en deux parties. D'abord, je vais vous présenter les fondements textuels et ensuite, je vais vous présenter les ressources juridiques mobilisables lorsque l'éducation à la sexualité est dispensée pour protéger les enfants. Alors d'abord, les fondements textuels. Depuis le début de cette intervention, on vous parle beaucoup de ce que dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Pourquoi est-ce que l'OMS a un rôle à jouer dans l'éducation à la sexualité? Eh bien, parce que ce que dit l'OMS fait partie de ce qu'on appelle le droit souple. Le droit objectif, par exemple le droit objectif français, s'appuie de plus en plus sur tout ce qu'on appelle le soft law, le droit mou, le droit souple, qui est un ensemble de règles de droit en théorie non obligatoires, mais qui ont des effets juridiques, pourtant bien existants. Et donc, le droit objectif français s'appuie sur les principes directeurs définis par l'OMS, qui, comme Sophie vous l'a dit, préconise de commencer l'éducation complète à la sexualité dès le plus jeune âge, et en tout cas au plus tard, dès que débute généralement l'enseignement scolaire. Il détaille les objectifs par tranche d'âge. Je vais juste vous citer quelques petits extraits pour ancrer ça dans le concret. Donc, les extraits des standards pour l'éducation sexuelle en Europe, qui datent de 2010 pour la version originale et de 2013 pour la version française. Donc, quelques petits extraits. Voilà. L'OMS dit: nous avons opté pour une approche holistique de l'éducation sexuelle qui commence à la naissance. Les enfants ont des sentiments sexuels dès la prime enfance. Entre 2 et 3 ans, ils découvrent les différences physiques entre les hommes et les femmes. À cet âge, ils commencent à explorer leur corps, masturbation enfantine, autostimulation, et à tenter d'explorer le corps de leurs amis, par exemple en jouant au docteur. Les enfants apprennent à connaître leur environnement et entourage par l'expérience, et la sexualité est un champ d'investigation comme un autre. Des recherches extensives fondées sur l'observation ont identifié un comportement sexuel commun des enfants. En explorant leurs sentiments et désirs sexuels et en posant des questions, les enfants en apprennent plus sur la sexualité. Dès l'âge de 3 ans, ils comprennent que les adultes tendent à être cachotiers à ce sujet. Ils testent les limites des adultes, par exemple en se déshabillant spontanément ou en utilisant un langage à connotation sexuelle. Voilà, donc vous voyez l'appréhension de la sexualité dans les standards de l'OMS versus ce qui vous a été présenté ce matin. Et en découle donc, toujours selon l'OMS, une éducation sexuelle dont elle dit qu'elle devrait être obligatoire et dont elle précise: pour être suffisamment valorisée, l'éducation sexuelle doit devenir une branche d'examen. L'éducation sexuelle doit satisfaire les critères suivants: elle doit être participative. Les enfants ne doivent pas être des récepteurs passifs, mais doivent au contraire jouer un rôle actif dans l'organisation, le déroulement et l'évaluation de l'éducation sexuelle. Donc ça, ce sont les standards sur lesquels le ministère de la Santé français s'est appuyé pour définir la santé sexuelle, notamment dans un document qui s'appelle Stratégie nationale de santé sexuelle 2017-2030 et qui fixe comme objectif numéro 1 l'éducation des jeunes à la sexualité à tous les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée. Alors, à côté de ces standards, aujourd'hui, en droit français, qu'est-ce qu'il existe? Dans le Code de l'éducation, il y a 2 articles que je ne vais pas citer, vous pourrez aller les consulter. C'est l'article L121.1 et L312.16 qui prévoit donc, comme on vous l'a indiqué, 3 séances annuelles par groupe d'âge homogène dans les écoles élémentaires, collèges et lycées.
Ces textes sont complétés par une circulaire du 12 septembre 2018, là encore je ne vais pas la citer, qui pose les objectifs et le cadre de cette éducation à la sexualité. Et j'ajoute aussi, puisque ça commence à faire plus ou moins partie de l'enseignement obligatoire, du service national universel, dans lequel la vie affective et sexuelle fait partie des sujets abordés dans le module obligatoire promotion de la santé. Donc, vous le savez, on vous l'a dit en introduction, en juin 2023, le ministre de l'Éducation, qui était alors Pap Ndiaye, a saisi le Conseil supérieur des programmes pour mettre en œuvre les normes de l'OMS, c'est-à-dire pour élaborer pour chaque niveau d'enseignement une proposition de programme qui précise les thèmes et les notions et les compétences visées. Donc, la demande vise à inclure la sexualité dans les enseignements dispensés. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'une fois que le programme sera élaboré, c'est-à-dire normalement à partir de septembre 2024, en l'absence de dispositions spécifiques, se verront appliquer les règles ordinaires qui régissent les études dans le cadre scolaire, c'est-à-dire la soumission aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps, l'accomplissement des travaux écrits et oraux demandés par les enseignants, le respect du contenu des programmes et le respect des modalités de contrôle de connaissances, c'est-à-dire la mise en place de contrôles et examens pour valider les connaissances acquises dans l'enseignement. Or, la sexualité ne peut pas être comparée aux champs disciplinaires qui font aujourd'hui l'objet d'un enseignement, comme les mathématiques, le français, la géographie, etc. Ces matières que j'appelle classiques peuvent en général être qualifiées de sciences, ce que n'est pas la sexualité. L'Académie française définit la sexualité comme l'ensemble des comportements relatifs à la satisfaction de l'instinct sexuel. Ce sont donc des comportements. Il y a d'autres dictionnaires qui parlent aussi d'émotions, de sentiments propres, etc. Donc on a une spécificité de l'objet d'enseignement, entre guillemets, que constitue la sexualité. Et cette différence d'objet emporte des conséquences juridiques importantes. Et donc, je vais vous exposer maintenant, c'est ma seconde partie, les ressources juridiques qui peuvent être mobilisées pour faire respecter cette spécificité de l'éducation à la sexualité, ainsi que le rythme de développement de l'enfant qui vous a été exposé tout à l'heure. Alors, première ressource mobilisable, le droit au respect de la vie privée, puisque la vie affective, relationnelle et sexuelle fait partie de la vie privée et familiale, qui est garantie par un certain nombre de textes. Je les cite rapidement: l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 16 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été ratifiée par la France et donc qui s'applique obligatoirement en France, et puis dans le droit français par l'article 9 du Code civil, qui dit que chacun a droit au respect de sa vie privée. Interrogé sur ce que signifiait le droit au respect de la vie privée par rapport à l'éducation à la sexualité, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé en 2011, par un arrêt du 23 septembre, que pour respecter la vie privée, l'enseignement à la sexualité devait viser à la transmission neutre de connaissances sur la procréation, la contraception, la grossesse et l'accouchement à partir de normes scientifiques et éducatives, et offrir aux élèves les connaissances nécessaires en fonction de leur âge et de leur maturité. Donc vous voyez que le champ est quand même assez restreint: procréation, contraception, grossesse, accouchement, et qu'on ne parle pas du tout de tout ce qui vous a été exposé à l'instant. Alors la difficulté, c'est que, comme vous savez, la Cour européenne des droits de l'homme a ce qu'on appelle une interprétation dynamique, c'est-à-dire qu'elle dit qu'en fonction de la pseudo-évolution des mœurs, des normes, eh bien ces arrêts sont susceptibles d'évoluer, mais en attendant, ça constitue quand même une base sur laquelle on peut discuter avec des établissements scolaires pour faire respecter la vie privée de chaque élève. Donc des contenus qui relèvent de la vie privée n'ont pas leur place au sein de l'institution scolaire. Alors je donne un peu des billes qui peuvent être utilisées lorsqu'on discute avec des enseignants ou avec des directeurs d'établissement pour demander à ce que soit préservée l'intimité et la vie privée. Hein, par exemple, les informations détaillées sur le moyen d'atteindre le plaisir sexuel et l'orgasme ne respectent pas la vie privée. Ce qui vous a été exposé là ce matin, le fait d'enfiler un préservatif sur une reproduction de phallus en érection, ça ne respecte pas la vie privée. D'autant plus qu'un argument important à développer,
c'est que tout enseignement sur la sexualité est potentiellement performatif. C'est-à-dire que la vue d'une image, l'énoncé d'un propos, la pose d'un geste peuvent entraîner chez tel ou tel récepteur soit une excitation, soit une jouissance sexuelle, soit, à contrario, un malaise intense. Et Sophie et Catherine l'ont bien dit en donnant tous leurs exemples de petites patientes qu'elles suivent. Donc, tous ces gestes ne respectent pas la vie privée et l'intimité, et il faut défendre la vie privée et l'intimité des enfants. Seconde ressource juridique à mobiliser, la primauté du rôle éducatif des parents. On a entendu Jérôme Fourquet qui nous a dit dans le sondage IFOP que on considérait à 59%, enfin 6 Français sur 10 estimaient que c'était aux parents d'assumer l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est en tout cas leur rôle d'assurer cette première éducation pour les enfants les plus petits. Et donc, il faut demander aussi à ce que cette primauté du rôle éducatif des parents, qui là encore est inscrite dans plusieurs textes internationaux ou à valeur constitutionnelle, que ce soit la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international sur les droits civils et politiques, et même en droit français, dans le Code de l'éducation, on a un article, je vous invite à le noter, c'est l'article L111.2 du Code de l'éducation, qui reconnaît que la formation scolaire de l'enfant complète l'action de sa famille. Donc, si elle complète l'action de sa famille, c'est bien que c'est la primauté éducative du parent qui est reconnue. Et puis, on a également, bien sûr, l'article 371.1 du Code civil qui stipule sans ambiguïté que l'autorité parentale appartient aux parents. Et donc, quand on a des parents qui ne sont pas informés ou qui sont informés de manière incomplète de l'organisation de séances d'éducation à la sexualité ou que les parents sont disqualifiés, eh bien, c'est une atteinte à la primauté éducative des parents. Autre ressource juridique à mobiliser, la liberté de pensée, de conscience, de religion, le droit à la santé, je vais un peu vite parce que j'ai plus beaucoup de temps. Le droit à la santé, donc notamment quand on a des interventions qui ne respectent pas les stades de développement psycho-affectif de l'enfant et qui entraînent un traumatisme pour lui. On a également le droit à l'éducation et le droit à une information appropriée, qui sont des droits qu'il faut rappeler, notamment quand on a une diffusion de contenu idéologique, en particulier sur la transition de genre. C'est très important parce qu'on fait croire sur ce domaine-là aux enfants qu'il est possible, quand on leur dit qu'il est possible de changer de genre, ils entendent, ou on leur fait croire qu'il est possible de changer de sexe, et la possibilité de changer de sexe est compris par eux comme la possibilité de changer physiquement de sexe biologique. J'insiste dessus, c'est très important parce que je me rends compte, à force d'en parler, que de plus en plus de personnes ignorent qu'on peut changer l'apparence de son sexe, mais qu'il est impossible d'acquérir des organes génitaux fonctionnels de l'autre sexe. Et je vous raconte juste cette petite anecdote. Il y a une étudiante en droit à Lyon 3, en première année de licence, qui a eu une discussion avec son chargé de TD sur les cas de nullité de mariage. Et le cas proposé par le chargé de TD, c'était donc une personne trans. Et le chargé de TD ne savait pas que les organes génitaux de la personne trans n'étaient pas fonctionnels. Donc, il a vérifié pendant le TD en cherchant sur Internet et il a dit, ah oui, effectivement, donc c'est une cause de nullité qui pourrait être invoquée, puisqu'effectivement, les organes génitaux ne sont pas fonctionnels. Donc, si un chargé de TD en droit ne connaît pas cette information, imaginez pour les enfants. Voilà, il faut aussi mobiliser le droit au respect de la liberté d'expression, qui est très importante, puisque souvent les enfants se voient interdits d'exprimer leur désaccord, par exemple. Or, ils ont essentiellement le droit de dire qu'ils ne sont pas en accord avec ce qui est dispensé ou l'exercice qui est demandé. Et une chose qui est très importante à faire valoir, comme l'éducation à la sexualité est basée sur le respect du consentement, il faut vraiment, quand vous avez une discussion avec les enseignants ou les directeurs d'établissement, faire valoir qu'en imposant à un enfant un discours qu'il ne souhaite pas entendre ou des actes, comme par exemple le fameux acte d'enfiler un préservatif sur un phallus, eh bien, en lui imposant ça, c'est justement une éducation au non-respect du consentement, puisque dans ce domaine profondément intime, on lui montre que l'adulte ne respecte pas son absence de consentement. Et ça, c'est un argument qui porte, donc je vous encourage à le faire valoir. Voilà, alors maintenant, je termine très rapidement par des infractions pénales qui peuvent être relevées. Donc ça, c'est plutôt a posteriori, quand il y a quelque chose qui s'est mal passé.
Quelles sont les infractions pénales qu'on peut soulever? Eh bien, les violences, parce que les violences ne s'entendent pas seulement des violences physiques, mais aussi psychologiques. Et donc, quand on a des contenus à caractère sexuel qui entraînent un traumatisme pour des enfants, notamment des enfants prépubères, eh bien, au sens de l'article 222-14-3 du Code pénal, ce sont des violences. On a aussi la corruption de mineurs. C'est un délit qui remplace l'ancien délit d'excitation de mineurs à la débauche et il incrimine les agissements qui ont pour objet de pervertir la sexualité d'un mineur ou de l'encourager à avoir une activité sexuelle dépravée. Il ne faut pas hésiter à se servir de ce délit de corruption de mineurs. On a également le harcèlement sexuel, qui est le fait d'imposer à une personne de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité, soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Et avec ça va la contravention d'outrage sexiste ou sexuel, qui punit également le fait d'imposer à une personne des propos, des comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Voilà les principales ressources juridiques qui peuvent être mobilisées pour défendre les enfants contre une éducation sexuelle qui serait inappropriée. Je vous remercie. Et merci beaucoup, Olivia Sarton, d'avoir posé le cadre juridique. Olivia Sarton, je rappelle que vous êtes, on la voit plus, directrice juridique au sein de l'association Juristes pour l'enfance.